Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents ou à distance. Merci à ceux qui ont bravé les pénuries et merci à ceux qui sont à distance aussi. Alors nous sommes ravis de vous retrouver pour cet exercice annuel et vous présenter notre 8e édition du baromètre Monde Expert Rénovation Énergie sur la rénovation énergétique en France. Je suis avec Frédéric Michaud, directeur des études d'OpinionWay. Je suis moi-même Jean-Baptiste Devalland, directeur général de Texial. On est à nouveau sur une formule hybride. Pour ceux qui sont à distance, vous pouvez poser des questions par chat. Pour ceux qui sont dans la salle, évidemment, poser des questions. On va garder un petit créneau en fin de présentation, autant qu'il faudra pour répondre à vos questions. Et on est ensemble pour près d'une heure. Alors, sans plus attendre, quelques éléments de contexte. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler que la consommation d'énergie est un des sujets les plus sous les feux de la rampe, évidemment, et dans un contexte qui est particulièrement préoccupant, avec des phénomènes qui s'ajoutent et on se demande quand ça va s'arrêter. Et qui contribue à en faire le sujet d'actualité. Alors, des événements climatiques, des canicules qui s'enchaînent, des événements, un contexte aussi inflationniste, une hausse des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine, et puis plus récemment, les difficultés d'approvisionnement qui occupent tous les Français actuellement. Et puis on parle beaucoup de sobriété énergétique. La Première ministre a présenté un plan de sobriété énergétique. Donc le sujet d'actualité, mais quand on parle de sobriété énergétique, il ne faut pas que ça occulte le sujet d'efficacité énergétique et de rénovation énergétique, parce que la sobriété énergétique, c'est bien. La rénovation énergétique, c'est encore mieux, et c'est urgent, et c'est, de notre point de vue, la meilleure solution, la solution la plus efficace pour réduire la consommation d'énergie, et sans doute la solution la plus pérenne. Quelques éléments de contexte aussi pour rappeler que les objectifs nationaux et européens en matière de rénovation énergétique sont non seulement ambitieux, mais sont nombreux. Et quel que soit le texte, que ce soit la stratégie nationale bas carbone, ou la loi climat résilience, ou les directives européennes, on est sur des objectifs de rénovation de logements qui représente plus d'1 million de rénovations par an. La suppression des passoires énergétiques à horizon 2028, le nombre de passoires énergétiques a été revu avec ou réestimé avec l'évolution du DPE, et on est autour de 7 millions de passoires énergétiques en France actuellement. Ce qui représente, si on veut atteindre la suppression en 2028, ce qui représente 1,2 million de passoires énergétiques à supprimer par an. Quel que soit le texte, on est au-dessus d'1 million de logements par an, ce qui peut paraître évidemment plus ambitieux que le chiffre annoncé par les pouvoirs publics, à savoir une rénovation de 700 000 logements par an, sans compter aussi un objectif plus direct de réduction de consommation d'énergie de 28% à horizon 2030. Alors, des objectifs ambitieux, et pour autant, le rythme actuel de rénovation de logements en France se situe autour de 550 000 logements par an.
C'est une estimation, c'est basé sur le premier semestre, et puis surtout sur la photo du deuxième semestre 2022. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que, d'abord, un certain nombre d'opérations ont beaucoup diminué. Je ne veux pas dire sont quasiment à l'arrêt, mais pas loin. C'est le cas de l'isolation en particulier. On cite un chiffre ici qui est sans doute inférieur à la réalité actuelle, puisque c'est l'évolution entre le trimestre, le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2022, une baisse de 35% d'opérations de rénovation énergétique par rapport au premier trimestre 2022. Et c'est les opérations de rénovation énergétique qui sont éligibles au C2E. C'est une estimation, mais ça illustre que la rénovation énergétique en France, paradoxalement, et malgré les objectifs nationaux et européens, est pour le moment, malheureusement, très ralentie. Et alors, pour illustrer aussi, vous voyez que la cartographie de l'étiquette énergétique des logements en France montre aussi qu'on est très loin de ces objectifs, puisque seuls 1,6 million logements en France sont en catégorie BBC, c'est-à-dire les premières catégories du DPE, alors que l'objectif de 2050 est que l'ensemble des logements en France soit à ce niveau d'efficacité énergétique. Pour revenir sur un contexte qu'on qualifie de maquis des aides, c'est plutôt une jungle et ça ne s'arrange pas. Bon, c'est parlant, hein. Vous avez de très nombreuses aides à la rénovation énergétique, des dispositifs publics avec MaPrimeRénov', des dispositifs privés avec les C2E. C'est compliqué et c'est surtout en constante évolution. On mentionne les dernières évolutions. Un certain nombre de coups de pouce dans le dispositif des C2E ont été supprimés. C'est le cas des coups de pouce isolation et c'est le cas de certains coups de pouce chauffage. Donc on est non seulement dans un dispositif qui est particulièrement complexe, mais on est aussi dans un dispositif qui est en constante évolution. Et c'est évidemment pour tous les professionnels du secteur de la rénovation énergétique extrêmement compliqué. Alors, pour vous redire et vous donner quelques éléments de contexte sur Textial. Textial, on est convaincu que la rénovation énergétique, c'est la solution pour réduire la consommation d'énergie. C'est la solution, encore une fois, la plus efficace et la plus durable. C'est notre vocation. Textial, c'est 300 conseillers experts qui accompagnent les Français dans leur démarche et dans leurs projets de rénovation énergétique de A à Z. On est en quelque sorte un guichet unique de A à Z, c'est-à-dire depuis l'audit, un accompagnement de conseil, le financement et puis le contrôle des chantiers. Alors c'est notre mission et c'est quelque chose qui va nous occuper pour les mois et les années à venir, parce qu'encore une fois, la sobriété énergétique, c'est bien, l'efficacité énergétique et la rénovation énergétique, c'est mieux et c'est urgent. Et sans plus attendre, on va vous dévoiler
les résultats de notre 8e édition du baromètre sur la rénovation énergétique, avec, vous allez voir, des résultats qui sont passionnants et qui sont très intéressants. Je passe la parole à Frédéric Michaud. Merci beaucoup et bonjour à tous. Alors avant peut-être d'entrer dans les résultats de cette 8e édition de ce baromètre, peut-être rappeler la méthodologie que nous avons utilisée, qui est évidemment la même que celle des éditions précédentes. C'est tout le sens d'un baromètre. On conserve le même protocole méthodologique pour pouvoir mesurer des évolutions, soit des évolutions comportementales, soit des évolutions dans l'opinion des Français. En l'occurrence, donc, nous avons interrogé ici un échantillon de 2022 personnes, échantillon national représentatif, population française, 18 ans et plus, méthode des quotas. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne il y a quelques jours à peine, du 16 au 21 septembre 2022. J'attire simplement votre attention sur cette taille d'échantillon atypique. 2000 personnes, c'est 2 fois plus que la taille que nous utilisons habituellement dans les études auprès du grand public. Vous avez entendu parler du fameux échantillon national de 1000 personnes. Là, c'est 2 fois plus. Ça nous permet, ça présente plusieurs avantages. D'abord, ça permet une plus grande fiabilité statistique, une plus grande robustesse dans les résultats. Vous le voyez, les marges d'erreur sont réduites 1 à 2,2 points. Et puis ensuite, ça permet de pouvoir zoomer sur certaines sous-catégories de la population, d'avoir une lecture des résultats beaucoup plus fine, notamment en ce qui concerne les disparités régionales. Et nous verrons qu'évidemment, sur un sujet comme celui-ci, c'est quelque chose de très important. Je passe tout de suite à la première partie qui concerne le logement des Français, avec cette première question, le ressenti du froid malgré l'utilisation du chauffage en hiver. En haut, vous avez l'intitulé exact de la question telle qu'elle a été posée aux personnes interrogées. Puis en dessous, vous avez les différents items de réponse avec les pourcentages correspondants. Première question donc, vous arrive-t-il d'avoir froid dans votre logement malgré l'utilisation du chauffage? C'est le cas pour 46% des Français. 46% des Français qui nous disent avoir souvent, 15%, de temps en temps, 31%, froid dans leur logement en dépit de l'utilisation du chauffage. C'est un élément qui est un ressenti, qui est en évolution très forte par rapport à l'année dernière, plus 10 points. Alors évidemment, ça dépend aussi de la rigueur des différents hivers, mais tout de même, on a ce ressenti qui se répand. Alors on a toujours certaines catégories de la population qui ressentent davantage le froid que les autres. C'est le cas majoritairement chez les femmes, 51%, 39% chez les hommes. C'est le cas aussi chez les plus jeunes, 57% chez les 18-24 ans, 65% chez les 25-34. On tombe à seulement 28% chez les plus de 65 ans. Donc le clivage générationnel joue énormément sur cette question. C'est la même chose pour le clivage socio-professionnel, les catégories populaires, les employés, les ouvriers. 54% d'entre eux ressentent le froid dans leur logement. C'est seulement 49% chez les cadres et les professions intellectuelles supérieures ou les professions intermédiaires. Les propriétaires ressentent beaucoup moins le froid que les locataires, 38% contre 57%, donc il y a 20 points d'écart. Quand on est locataire, on ressent beaucoup plus le froid. Évidemment, quand on juge que son logement a besoin de travaux de rénovation énergétique, on ressent beaucoup plus le froid, 65% contre 25% pour les autres. Et puis en termes de région, le froid est davantage ressenti, sans surprise, dans les régions les plus au nord du pays. Les Hauts-de-France, 59%, l'Île-de-France, 53%, Bourgogne-Franche-Comté, 51%. Et puis à l'inverse, les régions du Sud, Nouvelle-Aquitaine et la région Sud, 39%, ce sont les deux régions dans lesquelles on ressent le moins le froid dans son logement. Alors peut-être là, il y a un lien entre la prise de conscience des besoins en rénovation énergétique de certains logements qui a peut-être pesé sur cette perception. Et puis cette année, on a ajouté une nouvelle question qui est en fait le symétrique, mais qui concerne le ressenti de la chaleur dans le logement en été. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir trop chaud dans votre logement?
Et là, vous le voyez, hein, le phénomène s'accentue encore plus pendant l'été. 62% des Français, donc c'est quasiment 2 tiers des Français, qui disent avoir souvent 24%, un quart des Français, hein, qui a souvent ou de temps en temps 38% trop chaud dans son logement. Alors là, il y a aussi un effet qui est lié au moment de l'interrogation. On était à la sortie de l'été, tout le monde a encore en tête les canicules vécues cet été et l'expérience concrète de ces canicules. Mais tout de même, hein, c'est un résultat qui est très frappant. On retrouve à peu près les mêmes catégories, hein, qui ressentent davantage le chaud dans leur logement, la chaleur. Les plus jeunes, 75%, 3 quarts des 18-25 ans. C'est beaucoup plus bas chez les 65 ans et plus, on est à 52% tout de même. Les propriétaires ressentent moins la chaleur que les locataires et on ressent davantage la chaleur dans les Hauts-de-France et en Île-de-France. Et la région dans laquelle on ressent le moins la chaleur, c'est la Normandie, à hauteur de 47%. Ça, c'est un point intéressant, cette nouvelle question, parce que ça nous permet de rappeler que la rénovation énergétique, ça ne concerne pas uniquement le froid, mais ça concerne aussi la chaleur. Oui, c'est effectivement très, très intéressant. Et puis, c'est quelque chose qui va sans doute durer. Alors, en matière de rénovation énergétique, ici, on parle d'isolation, hein. L'isolation, c'est pour l'hiver, pour avoir un logement chaud, mais c'est aussi pour l'été, pour avoir un logement qui reste frais. Et ce que montre cette question, parce que le sentiment de chaud l'été est encore plus élevé que le sentiment de froid l'hiver. Donc ça sera sans doute un des paramètres le plus prégnant pour les années à venir. Alors un autre élément de contexte, le montant mensuel de la facture d'énergie, tout compris, électricité, gaz, fuel. C'est une question ouverte, donc ça nous permet d'avoir des résultats extrêmement précis, mais évidemment c'est soumis aux limites du déclaratif, c'est-à-dire à la connaissance d'une part, à la mémorisation d'autre part, et puis aussi à la capacité à pouvoir restituer à sa juste mesure ce montant de la facture d'énergie. Alors on a un montant moyen de 192 €, qui est en augmentation de 8 € par rapport à l'année dernière, alors même que le bouclier tarifaire permet de limiter l'impact de la hausse des prix jusqu'à la fin de l'année. Donc on est sans doute, et même certainement avant les hausses de prix de cette facture d'énergie, mais d'ores et déjà, on observe que certaines catégories de la population sont plus impactées que d'autres, en tout cas déclarent des montants mensuels beaucoup plus élevés. C'est le cas pour les plus jeunes, 217 € en progression de 15 points, et les plus âgés, 212 € en recul de 15 points. Les CSP+, assez logiquement, déclarent une facture d'énergie supérieure aux catégories populaires, 217 € contre 169 €, mais il y a deux vrais clivages, au-delà de ceux que je viens d'évoquer, c'est le fait d'être propriétaire ou locataire. Propriétaire 211 €, locataire 165 €. Et quand on est propriétaire d'une maison, évidemment, la facture est beaucoup plus élevée, 228 contre 153 € en appartement. On retrouve les mêmes variations quand on est locataire. Locataire d'une maison, 204 € de facture. Locataire d'un appartement privé, 142 €. Et locataire dans le parc social, 140 €. En Nouvelle-Aquitaine, que la facture est la plus élevée, en région sud et en Corse, que la facture est la plus basse, 156 €. En Île-de-France, on est à 173 €, donc on est dans une forme de moyenne. Mais ça dit bien, enfin, je trouve que ça résonne vraiment très bien avec le contexte inflationniste que vous avez bien décrit en introduction. Alors, autre question, qui est une question classique dans ce baromètre. Selon vous, des travaux de rénovation énergétique sont-ils nécessaires ou pas nécessaires dans votre logement? Par travaux de rénovation énergétique, on donne quelques exemples: isolation des fenêtres, des murs, des sols, changement du chauffage, etc. etc. Plus de la moitié des Français désormais, 51%, estiment que les travaux de rénovation énergétique sont nécessaires dans leur logement. C'est une évolution de 3 points en un an. On atteint même le plus haut niveau depuis le début de ce baromètre, 51%.
Il y a certaines catégories qui le sont encore plus, qui sont encore plus convaincus de la nécessité de réaliser des travaux. Les femmes, 53%. Les 25-34 ans, c'est-à-dire le cœur de la génération écologique, 70% chez eux, hein, qui sont aussi les primo-accédants à la propriété. Il n'y a pas de différence selon les catégories socio-professionnelles. Les locataires sont un peu plus convaincus que les propriétaires, parce que évidemment, le logement, quand on est propriétaire, sans doute de meilleure qualité au plan énergétique. Et puis, selon les régions, c'est dans les Hauts-de-France, 59%, en Île-de-France, 58%, dans la région centre, qu'on estime le plus nécessaire de réaliser des travaux. Un dernier point, quand on estime que son logement est une passoire thermique, donc étiquette F ou G, eh bien, on estime à 76% que des travaux sont nécessaires. Et vous voyez bien cette évolution, hein. Là, on a une progression de 3 points par rapport à l'année dernière, même de 6 points par rapport à octobre 2020. Ça, je vous demande de le garder en tête, parce que c'est le premier indice d'une prise de conscience qui structure l'ensemble des résultats, qui traverse toutes les réponses de ce baromètre. Hein, ce point-là, maintenant, une majorité et surtout un niveau record de Français qui estiment qu'il faut faire quelque chose pour rénover son logement. Passons à la deuxième partie. Peut-être avant de passer à la deuxième partie. C'est à la fois une très bonne nouvelle, en même temps c'est un peu inquiétant aussi parce que ça veut dire qu'il y a près de la moitié des Français qui n'envisagent pas de faire des travaux de rénovation énergétique. Et pour revenir sur les objectifs en matière de rénovation de logements, il reste près de 30 millions de logements à rénover. 50% de Français qui envisagent de faire des travaux. On est loin de cet objectif puisque ça représente un équivalent de 15 millions de logements qui potentiellement sont rénovés. Donc c'est à la fois une très bonne nouvelle, et on reviendra sur le sujet, parce que c'est une vraie prise de conscience pour la première moitié des Français, et à la fois un peu inquiétant pour l'autre moitié des Français qui n'envisagent pas de faire des travaux de rénovation énergétique. Alors, deuxième partie donc, qui concerne la méconnaissance du logement. Justement, vous venez d'en parler, par les Français, mais simultanément de grandes ambitions. Premier élément, et c'est une nouvelle question, qu'attendez-vous des travaux de rénovation énergétique que vous envisagez de réaliser? On avait posé une question précédente. Il y a à peu près 50% de la population qui envisage de réaliser des travaux de rénovation énergétique. Alors, qu'est-ce qu'ils envisagent? Eh bien, sans surprise, d'abord des économies sur leur facture d'énergie. C'est le cas pour 49% de ceux qui envisagent de faire des travaux, notamment les propriétaires et notamment les plus âgés. Deuxième élément qui recoupe évidemment en partie le premier, ils en attendent une réduction de leur consommation énergétique, réduction qui doit se traduire sur le montant des factures. Là, ce sont les plus âgés qui attendent la réduction de la consommation énergétique. Le confort, davantage de confort, c'est également cité dans les 3 premières réponses, mais vous voyez, il y a un petit décalage d'une dizaine ou d'une quinzaine de points par rapport aux 2 premières réponses. Là, ce sont davantage les plus jeunes, les 18-24 ans, qui attendent davantage de confort. Les 18-24 ans, pas de surprise non plus, attendent davantage que les autres un logement plus respectueux de l'environnement, 26% chez eux contre 19% chez l'ensemble des Français. La valorisation économique de son logement, là on entre dans des attentes qui sont plutôt au second plan, 17%, et puis un logement plus sain, avec une meilleure qualité de l'air, une meilleure luminosité, ça c'est attendu par 15% des Français qui envisagent de réaliser des travaux de rénovation énergétique. Alors si l'on passe maintenant aux détails de ces travaux de rénovation énergétique, avez-vous réalisé il y a moins de 10 ans, ou envisagez-vous de réaliser les types de travaux de rénovation énergétique suivants dans les 2 ans à venir? Donc là, c'est vraiment du court terme, hein, dans les 2 ans à venir. Et on a là le panorama des grands types de travaux qui sont envisagés ou qui ont été réalisés. D'abord, 54% des Français ont déjà réalisé au moins un
des types de travaux que nous avons testés. Il y en a 3 qui ont été principalement réalisés. Changer les fenêtres, 28%. Isoler les combles, 27%. Et changer le système de chauffage, radiateur, chaudière, pompe à chaleur, 23%. 50% des Français envisagent de réaliser au moins un des types de travaux. 50%, on vient d'en parler, c'est la majorité, mais c'est en progression de 6 points par rapport à l'année dernière. Ou quand on voit des progressions de 6 points, on se dit que quelque chose se passe. C'est très significatif, surtout quand on a un échantillon aussi large que le nôtre. C'est le deuxième indice de cette prise de conscience qui est en train de se faire dans l'opinion publique, avec un nombre de Français désormais majoritaire, alors c'est une stricte majorité, mais tout de même beaucoup plus nombreux que l'année dernière, plus 6 points, qui envisagent de réaliser au moins un type de travaux. Et puis, à l'inverse, ceux qui n'ont pas fait de travaux et qui n'envisagent pas d'en faire, 50%, ça c'est une proportion de la population qui est en recul de 6 points. Alors quand on regarde les travaux qui sont le plus envisagés pour l'avenir, on en trouve 3. Un quart de la population, 22% très exactement, qui envisage d'installer des panneaux solaires, qui envisage de changer son système de chauffage ou qui envisage de réaliser une isolation des murs. Ceux qui envisagent le plus de réaliser ce type de travaux sont les moins de 35 ans, 56%, c'est aussi l'âge où on accède à la propriété. Les habitants des zones rurales, 60%. Les catégories socio-professionnelles dites supérieures, 58%. Les propriétaires, 62%. Et puis les logements dont l'étiquette est C ou D, 64%, ou E, 69%. Alors justement, je parlais d'étiquette, on a cette question de connaissance de la performance énergétique de son logement. Quelle est l'étiquette énergétique de votre logement? D'abord, premier élément d'analyse, 53% des Français ne savent pas. Et à l'inverse, ça signifie donc assez logiquement que 47% des Français connaissent ou déclarent connaître ou restituent, dans le cadre de notre enquête, une connaissance de la performance énergétique de leur logement. 47%, c'est en progression de 5 points par rapport à l'année dernière. Ça aussi, c'est la 3e preuve d'une prise de conscience de la population qui est allée se renseigner sur l'étiquette énergétique, la performance énergétique de son logement, en tout cas qui se familiarise petit à petit avec cette notion qui n'est pas une notion très simple. Qui connaît davantage la performance énergétique de son logement? Les moins de 35 ans, 60%. C'est seulement 38% chez les plus de 50 ans. Donc quand on accède à la propriété, quand on est plus sensibilisé à ces questions-là par des effets d'âge, eh bien, on restitue davantage, on connaît davantage la performance énergétique de son logement. On la connaît davantage quand on est propriétaire, 50%, que quand on est locataire, 43%. On la connaît davantage en Bretagne, dans les Hauts-de-France, qu'à Paris. Paris, c'est l'Île-de-France, c'est l'endroit où on connaît le moins bien la performance énergétique de son logement. Puis, à contrario, ceux qui ignorent, évidemment, les locataires, les 50-65 ans, qui ont une connaissance plus faible. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la répartition des étiquettes. Et peut-être que vous avez en tête ce que vous avez présenté au tout début. 3% qui indiquent habiter dans une passoire thermique, c'est-à-dire F ou G. Alors évidemment, il y a des difficultés pour admettre ça, même si on est dans le cadre d'un sondage anonyme et confidentiel. C'est pas très valorisant de reconnaître qu'on vit dans une passoire énergétique. Mais ces 3% déclarés, on est très très loin des 19% qui correspondent à la réalité. 13% nous disent habiter dans un logement avec une étiquette A ou B, 23% C ou D et 8% avec une étiquette E. Oui, effectivement, ce qui est frappant, il y a deux niveaux d'information. Le premier, c'est encore 53% des Français ne connaissent pas leur étiquette énergétique. Et puis, comme vous disiez, Frédéric,
dans ceux qui connaissent leur étiquette énergétique, leur vision n'est pas juste. N'est pas juste, en tout cas, par rapport à la réalité du terrain et à la répartition. Vous citiez les étiquettes F ou G, effectivement, avec sans doute un biais psychologique. Si on s'en tient aux étiquettes A ou B, 13% des Français disent être dans un logement avec une étiquette A ou B, alors que dans la répartition réelle, c'est 4,5% seulement des logements. C'est les 1,6 million logements BBC dont on parlait tout à l'heure. Donc 2 niveaux d'information. Non seulement encore trop de Français ne connaissent pas la qualité de leur logement, mais ceux qui disent le connaître n'ont pas une vision tout à fait juste. Et même surévaluent la performance énergétique de leur logement. Alors maintenant, quel est le budget envisagé pour réaliser un audit énergétique? Alors, l'audit énergétique, ce n'est pas une notion qui est forcément comprise de tous, donc nous avons donné une petite définition. Un audit énergétique, c'est un état des lieux détaillé des performances énergétiques d'un logement. Et ensuite, nous avons posé cette question ouverte: quelle somme seriez-vous prêt à payer pour réaliser un audit énergétique de votre logement? Premier élément d'analyse, 58% des Français seraient prêts à payer. 37% nous disent rien, 5% ne se prononcent pas. Donc on a une majorité, quasiment 6 Français sur 10, qui seraient prêts à payer pour réaliser un état des lieux détaillé des performances énergétiques de son logement. Ça dit une forme de légitimité de cette prestation. Alors ensuite, quel est le montant moyen? Eh bien, vous le voyez, il s'établit à 446 €, avec des variations, évidemment. Les hommes seraient prêts à payer davantage. On a une propension à payer qui diminue avec l'âge. Les propriétaires paieraient évidemment un petit peu plus que les locataires. Mais ce budget moyen, voilà, il s'établit à 446 €, ce qui est une somme importante pour les Français. Ça dit quand même qu'ils sont sensibilisés à cette question-là et qu'ils se placent dans une sorte de logique d'investissement. L'audit énergétique, c'est la première étape de la rénovation énergétique, mais c'est sans doute un montant qui est en dessous de la réalité du coût d'un audit énergétique. Oui, effectivement, le coût moyen d'un audit énergétique, c'est 800 €. Donc la moyenne que les Français disent pouvoir mobiliser pour un audit est inférieure. Et puis, si on regarde de plus près la répartition, vous voyez que le montant médian est de 50 €, ce qui montre qu'on est très loin du coût de l'audit. Et puis, si on regarde les deux premières catégories, on est à 72% des Français qui sont prêts à mobiliser moins de 200 € pour réaliser un audit. Donc, c'est vrai qu'il y a en vision moyenne, là encore, une prise de conscience et une volonté de mettre les moyens pour faire un audit, mais en même temps, 72% des Français ont un montant à mobiliser pour un audit qui est bien inférieur au coût réel de l'audit. Alors passons à la troisième partie qui concerne le financement des travaux de rénovation énergétique, avec cette question qui est une question classique désormais dans le baromètre. Vous avez bien rappelé au début le panorama très mouvant des aides. Quelles sont toutes les aides financières permettant de réaliser des travaux de rénovation énergétique que vous connaissez, ne serait-ce que de nom? Question ouverte. 61% des Français ne sont pas en mesure de citer une aide. C'était déjà majoritaire l'année dernière. Mais cette proportion se réduit très nettement. Là aussi, on a un recul fort de 5 points. Donc, c'est-à-dire qu'on est au-delà de la marge d'erreur. Donc, ça renvoie à une meilleure connaissance des aides. Évidemment, elle reste minoritaire pour les raisons que vous avez évoquées en introduction, mais on voit bien que la part de ceux qui ne se prononcent pas
Alors ça concerne quand même un tiers de la population, 32%, mais elle se réduit de 8 points par rapport à l'année dernière. Donc il y a une meilleure capacité à restituer une aide. Parmi les aides qui sont les plus citées, ce sont les aides publiques au sens large. Ils sont cités par 29% des personnes interrogées, et c'est MaPrimeRénov', 17% plus 6 points par rapport à l'année dernière. Il y a un effet de contexte évidemment qu'on connaît, mais c'est MaPrimeRénov' qui est l'aide la plus connue, en tout cas celle qui est restituée par le plus grand nombre spontanément, devant les aides de l'État, 5%, ou par exemple l'ANA, 4%. Les aides de l'ADEME, 1%, les aides de la région. Et puis le deuxième grand ensemble, ce sont les aides fournisseurs, mais à seulement 6%. Donc vous voyez le rapport entre les aides publiques et les aides fournisseurs. Je vous laisse prendre connaissance du détail des résultats. Je note que l'éco-prêt à taux zéro est à 2%. Ou que par exemple l'isolation à 1 euro n'est citée que par 2% des Français. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que si on compare avec le budget des aides publiques qui est autour de 2,5 milliards, en tout cas pour MaPrimeRénov', et qui sont connus à près de 30%, celui des aides de fournisseurs, et en particulier C2E, c'est près de 5 milliards. Ce dispositif qui, lui, est connu à seulement 6%. Donc il y a un vrai paradoxe de ce point de vue-là. Quels sont maintenant les... Pardon. Si vous deviez réaliser des travaux de rénovation énergétique demain chez vous, quel budget pourriez-vous accorder à ces travaux en dehors des aides, Bien, vous le voyez, le montant moyen pour les propriétaires qui estiment que leur logement nécessite des travaux de rénovation, c'est-à-dire pour un gros quart de l'échantillon, 27% très exactement, ce montant moyen s'établit à 7 836 €, et il est quasiment doublé par rapport à l'année dernière, puisqu'il progresse de 3 779 € très exactement. Et là, vous le voyez, la répartition en déciles, avec sur le dernier décile, un montant moyen qui est extrêmement élevé. Ça aussi, cette évolution, elle est très significative, et elle dit que les Français débloquent une partie de leur épargne, en tout cas sont davantage prêts à le faire pour réaliser ces travaux c'est un nouvel indice de cette prise de conscience dont on parle depuis le début de la restitution de ces résultats. Oui, puis là aussi, deux niveaux de lecture. Le premier, c'est effectivement cette augmentation, c'est un des scoops du baromètre cette année, puisque c'est un doublement du budget qui peut être consacré aux travaux de rénovation énergétique. Et le deuxième niveau de lecture, c'est pour ça qu'on a donné une répartition plus détaillée, c'est que l'ensemble des cas reste inférieur au reste à charge des principales opérations de rénovation énergétique. C'est le cas des opérations d'isolation, c'est le cas de la rénovation performante, la rénovation globale, et c'est le cas, en tout cas pour les premiers déciles, c'est le cas aussi du changement d'équipement de chauffage. Donc à nouveau deux niveaux de lecture, une vraie prise de conscience avec des efforts qui sont prêts à être consentis par les Français de manière très marquée. J'insiste, c'est vraiment la variation principale, l'évolution principale de notre baromètre. Et pour autant, ces montants restent inférieurs dans leur majorité au niveau des restes à charge des opérations de rénovation énergétique. On voit bien là, sur la courbe cette accélération spectaculaire
du montant moyen. Évidemment, c'est un niveau record, hein. Là, vous voyez illustré à travers ce graphique toute la pertinence de conduire un baromètre sur la longue durée, hein. Vous voyez, pendant quelques années, le budget moyen est resté relativement stable. Et puis cette année, parce qu'il y a cette prise de conscience, qui est liée évidemment à l'évolution du contexte, eh bien, on a un doublement du budget moyen. Alors, quels sont les modes de financement que prévoient d'utiliser ceux qui envisagent de réaliser des travaux de rénovation énergétique, c'est-à-dire la moitié de notre échantillon? Eh bien, justement, mobiliser l'épargne personnelle, c'est le premier moyen, c'est le réflexe vers lequel se tourneraient les personnes concernées, hein, 41%. C'est le cas notamment pour les propriétaires, pour les plus de 65 ans, et pour les catégories sociales dites supérieures, c'est-à-dire celles qui ont le plus d'épargne disponible. Le recours à des aides publiques n'intervient qu'en deuxième position et n'est cité que par 27% des personnes concernées. C'est un petit peu plus élevé chez les locataires, on monte à 30%. Et puis, en bas de tableau, sous la barre des 15%, les prêts. Le prêt, l'éco-prêt à taux zéro, qui est envisagé par 13% seulement des personnes interrogées. C'est un petit peu plus chez les 25-34 ans, on monte à 18%. Le prêt à la consommation, 9%. Là aussi, c'est un petit peu plus chez les 25-34 ans. 25-34 ans, c'est la tranche d'âge dans laquelle on réalise des prêts à la consommation, dans laquelle on commence à s'endetter. Donc peut-être qu'ils sont dans une logique un petit peu plus concrète par rapport au prêt. Et puis, en bas de tableau, 4% en contractant un prêt avance mutation, c'est-à-dire un prêt remboursable à la succession du logement. Au total, on a seulement 26% des Français concernés qui auraient recours à un prêt pour financer ces travaux. Alors, pour quelles raisons est-ce qu'ils ne souhaitent pas financer leurs travaux de rénovation énergétique par un prêt? Le premier élément, le seul élément majoritaire, c'est le refus de l'endettement, qui est avancé par 58% des Français concernés, notamment les plus âgés. Et puis ensuite, ce qui est intéressant de noter, au-delà d'un point qui, somme toute, est assez logique, le montant des travaux ne justifie pas un prêt pour 16% des Français, mais intéressant de noter que les Français citent des raisons qui sont liées à la banque. Les taux d'intérêt sont trop hauts, 23%. Vous pensez que votre demande de prêt serait refusée, aucune forme d'autocensure a priori, et puis vous ne souhaitez pas faire de démarche avec une banque à hauteur de 10%. Donc au global, les raisons bancaires, ça représente quand même 40% des freins psychologiques au fait de ne pas financer les travaux par un prêt. On a seulement 6% des Français concernés qui déclarent ne pas savoir à qui s'adresser pour financer leurs travaux. Autre point intéressant dans le cadre de ce baromètre, c'est une nouvelle question que nous avons posée uniquement aux locataires. Les locataires, ça représente 34% de notre échantillon, c'est quasiment 700 personnes. En tant que locataire, quelle augmentation seriez-vous prêt à accepter quelle augmentation de loyer seriez-vous prêt à accepter pour financer les travaux de rénovation énergétique de votre logement destinés à améliorer votre confort et diminuer votre facture énergétique? C'est une question dure. Normalement, on a plutôt tendance à dire que c'est le propriétaire qui doit prendre en charge les travaux et pas le locataire. Alors évidemment, on a 31% des locataires qui refusent de répondre ou qui disent zéro, mais on a quand même une majorité des locataires qui accepteraient de payer, premier élément, et puis surtout qui déclarent une augmentation moyenne de 29 € par mois. On sait que les situations de tension du pouvoir d'achat chez certaines catégories de la population, notamment les locataires, consentir une augmentation de 30 €, c'est quand même très important. Ça dit bien, là aussi, cette logique d'investissement. Investissement pour avoir davantage de confort, investissement pour diminuer sa facture énergétique. Ce qu'on avance d'un côté, on compte le récupérer évidemment de l'autre. Au global,
ça fait une augmentation de loyer annuel moyen de 348 €. Donc c'est vraiment une somme importante. Autre catégorie de la population, les bailleurs propriétaires. Alors les bailleurs propriétaires, et ça c'est l'avantage d'avoir un gros échantillon, ça représente que 5% de la population. Donc nous, dans notre échantillon de 2000 personnes, on peut en avoir une centaine. Donc là, il faut plutôt regarder les grands axes, les grands ordres de réponse plutôt que les chiffres au point près. Vous savez qu'il va y avoir une évolution législative et à partir du 1er janvier 2025, la mise en location des logements énergivores sera interdite. Si un des logements que vous mettez en location était concerné, quelle serait votre réaction? On les place dans une situation hypothétique. Premier élément, 30% des propriétaires bailleurs ou des bailleurs propriétaires réaliseraient des travaux de rénovation énergétique. Deuxième élément, 19% réaliseraient un audit diagnostic de performance énergétique du bien. Donc on a une part importante des propriétaires qui feraient un effort, mais on a 23% qui revendraient le bien, 13% qui arrêteraient la location du bien et 14% qui ne feraient rien et qui laisseraient le bien en l'état, c'est-à-dire qui se mettraient volontairement dans l'illégalité. Et puis, dernière partie sur la rénovation énergétique pour conclure. On voit bien que c'est la solution pour les Français à travers cette question dont les résultats sont extrêmement éloquents. Diriez-vous que la rénovation énergétique constitue une solution efficace ou pas efficace pour répondre à toute une série de problèmes qui se posent actuellement en France? La sobriété énergétique, eh bien oui, la rénovation énergétique, c'est une solution efficace pour la sobriété énergétique pour 80% des Français. C'est massif. On a même 20% des Français qui nous disent que c'est très efficace. Ce serait également très efficace pour lutter contre l'inflation pour 3/4 des Français. 73% très exactement. Et puis 2/3 des Français nous disent que ce serait une solution efficace pour lutter contre les difficultés d'approvisionnement en énergie que nous connaissons actuellement. Donc, tant pour la sobriété énergétique que pour l'inflation, que pour les difficultés d'approvisionnement, la rénovation énergétique est vue comme une solution efficace. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les principaux résultats de cette 8e édition du baromètre. Merci beaucoup Frédéric. Alors, vous voyez que ce sont des résultats qui sont particulièrement intéressants cette année. Et je crois qu'on vit un moment passionnant parce que ce que font ressortir ces résultats, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience qui s'est accélérée de la nécessité de rénover son logement et de faire de la rénovation énergétique. Plusieurs éléments de contexte conduisent à cette prise de conscience. Hein. C'est le ressenti du froid et du chaud qui augmente. C'est la prise de conscience que ça a un effet sur la facture d'énergie qui par ailleurs augmente elle aussi. Et en plus, et c'est ça aussi qui est passionnant, les Français, plus que jamais, sont prêts à faire des efforts, sont prêts à mobiliser un budget qui est le double de ce qu'ils étaient prêts à mettre jusqu'à maintenant. Les locataires sont prêts à faire des efforts, les propriétaires bailleurs également. Donc on est vraiment à un moment où cette prise de conscience est une réalité. La plupart des Français, 80% en l'occurrence, donc c'est même la très grande majorité, estiment que la rénovation énergétique est la solution pour la sobriété énergétique. C'est ce que je vous disais aussi en introduction. Hein, et en plus, c'est la solution pérenne.
globalement, plus de la moitié des Français sont convaincus et prêts à faire des travaux de rénovation énergétique. Et pour autant, on est dans une situation où on est encore loin des objectifs nationaux. On est même très loin. On est à seulement à un rythme annuel de un peu plus de 500 000 logements rénovés par an. Et seulement, si on prend l'opposé, seulement la moitié des Français, la moitié des Français n'envisagent pas de faire des travaux de rénovation énergétique. Donc, une prise de conscience qui est une réalité et qui est particulièrement sensible, mais pour autant, le passage à l'acte qui reste encore à faire. Pour quelles raisons? C'est aussi les résultats du baromètre. Hein. La première raison, c'est une méconnaissance du logement. On l'a vu avec les chiffres sur la connaissance du DPE. C'est aussi une méconnaissance des aides. Puisque la très grande majorité des Français ne sont pas capables de citer une aide publique et encore moins une aide privée. Et puis, c'est aussi les difficultés à mobiliser un financement, des moyens pour couvrir un reste à charge qui reste élevé. Alors, dans ce cadre-là, c'est passionnant, il reste encore un peu à faire et on voudrait proposer 3 éléments très concrets qui pourraient, de notre point de vue, accélérer encore le passage à l'acte. On pourrait en proposer plus. On a voulu vous mettre en avant 3 mesures concrètes qui peuvent être prises et mises en œuvre très rapidement. La première, c'est l'audit. Alors, l'audit énergétique, c'est quoi? On en a parlé rapidement tout à l'heure. C'est évidemment différent qu'un DPE. L'audit énergétique, ça comprend un état des lieux précis, technique, mesuré du logement, des équipements de chauffage, des caractéristiques d'isolation, des autres caractéristiques du logement, évidemment. Et puis, c'est aussi une proposition de travaux de rénovation avec un impact sur les économies d'énergie. Et puis une proposition de différents scénarios et de différents plans d'action. Actuellement, l'audit, et on l'a vu avec le budget que les Français sont prêts à mobiliser pour l'audit, le budget des Français est bien inférieur. Vous vous souvenez, c'est 72% des Français qui sont prêts à mobiliser moins de 200 € pour un audit, alors que le coût moyen est de 800 €. On a dans certains cas des aides MaPrimeRénov' qui vont jusqu'à 500 € pour les ménages modestes. Mais ça ne suffit pas. Donc, une des propositions qu'on fait, c'est de rendre éligible le dispositif des C2E à l'audit de manière dégressive ou progressive, avec un reste à charge minimum dans le cas d'une rénovation performante, et puis dégressif s'il y a une seule opération ou s'il n'y a pas du tout de travaux. L'idée, c'est d'éviter aussi les audits pour voir. Alors, cette proposition, évidemment, répond au premier frein qui ressort des résultats du baromètre, à savoir
la méconnaissance du logement. Et puis, on a tous des proches qui nous disent, pour le dire un peu crûment, on ne sait pas par quel bout prendre la rénovation énergétique. Deuxième proposition très, très concrète, on a vu que l'autre frein important, c'est la mobilisation de financement. Alors, vous l'avez dit Frédéric, ce qui est cité sont c'est lié à la banque, à la banque des Français. Les Français n'osent pas, les Français se censurent ou anticipent un refus. Dans les modes de financement, il y a un mode de financement qui est sous-utilisé, c'est le prêt éco-PTZ. On propose, là encore, que l'éco-PTZ soit éligible à une aide C2E. Donc il faudrait créer ce qu'on appelle une fiche C2E, ce qui permettrait de rendre attractif l'éco-PTZ pour les établissements bancaires, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas actuellement, puisque on est, de mémoire, on est à moins de 50 000 prêts éco-PTZ qui sont octroyés sur les premiers mois de cette année. Une autre solution très concrète qu'on voudrait mettre en avant, et qui est d'actualité jusqu'à la fin de cette année, et on propose qu'elle soit prolongée, c'est le déblocage de l'épargne salariale pour des opérations de rénovation énergétique. Pour le moment, ce n'est pas prévu que ce soit prolongé. On est convaincu que c'est une mesure simple et qui permettrait de mobiliser un financement supplémentaire dans le cas d'une épargne salariale. Tous les Français ne sont pas concernés, mais beaucoup le sont, et qui est très simple à mettre en œuvre. Et puis, de manière plus globale, la répartition du budget moyen que les Français sont prêts à mobiliser le montrait. On est encore sur des niveaux de reste à charge qui sont très élevés, qui sont trop élevés. Et donc, globalement, on est convaincu qu'il faut mobiliser, augmenter le niveau des aides, que ce soit des aides publiques ou des aides privées, de telle sorte que les ménages, les Français, aient un reste à charge encore diminué, et en particulier les ménages les plus modestes, évidemment. Pour vous citer quelques chiffres, le reste à charge sur une opération de rénovation globale, c'est près de 20 000 euros. Le reste à charge sur une opération d'isolation par l'extérieur, évidemment ça dépend des cas, mais c'est en moyenne supérieur à 10 000 euros. Donc vous voyez que les niveaux de reste à charge sont encore un des freins principaux pour le passage à l'acte. Et en particulier pour les opérations d'isolation, je vous ai dit en introduction que certaines aides ont été supprimées pour l'isolation en début d'année. L'isolation, pourtant, est l'opération qui, si on isole l'ensemble de l'enveloppe, qui conduit à jusqu'à 65% de gains énergétiques. Donc c'est une opération qui est essentielle. Ne pas faire d'isolation, ça conduit à des aberrations en termes de consommation d'énergie et d'efficacité énergétique. Ce qu'on constate sur le terrain actuellement, puisque l'isolation est moins aidée
Et donc on a des Français qui changent leur équipement de chauffage, qui installent une pompe à chaleur sans faire de rénovation et d'isolation, pardon. Et donc on constate des situations avec des équipements de chauffage qui sont, eux encore, dans certains cas, aidés, et qui chauffent des passoires thermiques. Donc pour éviter ces aberrations et pour relancer l'isolation de l'enveloppe des logements, on est convaincu qu'il faut remettre en place des aides importantes sur l'isolation, évidemment en s'assurant que ces opérations d'isolation sont performantes et efficaces. Et pour illustrer, actuellement, le reste à charge d'opérations d'isolation, si on fait l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment, vous voyez, pour une isolation des murs par l'extérieur, je vous disais près de 10 000 €. Une isolation de la toiture, un reste à charge dans une situation moyenne, pour une maison de 100 mètres carrés, un reste à charge de près de 3 000 €, et l'isolation des murs par l'intérieur, un reste à charge dans la situation actuelle à près de 2 000 €. Donc on est à près de un peu moins de 15 000 € de reste à charge actuellement dans un cas moyen, si on isole l'intégralité de son bâti. C'est évidemment des restes à charge qui sont importants, qui sont élevés, et qui, je pense, constituent un frein, un des principaux freins à ce passage à l'acte qui est pas loin d'arriver, puisque on a cette prise de conscience. Mais il faut, je pense, subventionner, aider, ou revenir en tout cas à des aides pour l'isolation. Ça éviterait aussi les aberrations de chauffer des passoires thermiques. Voilà, j'ai fait le tour des 3 propositions qui sont encore une fois très concrètes, qui nous semblent être les plus représentatives et les plus rapides à mettre en œuvre, et en tout cas indispensables pour cette urgence de la rénovation énergétique, qui est, encore une fois, on l'espère tous, et moi j'en suis convaincu, pas loin d'arriver, mais il faut aller un petit peu plus loin. Et la bonne nouvelle, c'est cette prise de conscience qui a augmenté de manière significative cette année de la nécessité de la rénovation énergétique. On est à votre disposition pour les questions dans la salle ou par le chat. Alors, on a une question par le chat. Pensez-vous que les candidats à la rénovation énergétique s'estiment suffisamment informés sur les travaux à réaliser en termes de matériaux, de produits, de secteurs de la maison à traiter, et comment trouver les entreprises adéquates? Alors c'est une bonne question, et ma réponse est non. Je pense qu'il y a effectivement un déficit d'information en matière de matériaux et d'équipements, et ça rejoint la proposition qu'on fait, le constat qu'on fait sur la nécessité d'un audit. Un audit, c'est le diagnostic du logement, mais c'est aussi une proposition, et plusieurs propositions d'ailleurs, avec des mesures de conséquences ou d'effets sur la consommation d'énergie, en matière d'opération et de matériaux et d'équipements. Mais donc ma réponse, c'est actuellement, la grande majorité des Français
ne savent pas comment s'y prendre. Ils sont perdus sur le type d'opération et sur les équipements et le type de matériaux. C'est indispensable de commencer par un audit. Alors, on a une autre question. Pouvez-vous expliquer le doublement du montant prévu pour des travaux par rapport à l'année dernière? Le doublement du budget que les Français sont prêts à mobiliser, c'est effectivement un des éléments marquants du baromètre, est lié à la prise de conscience de la nécessité de réaliser des travaux de rénovation énergétique pour les différents éléments de contexte qu'on a listés. Ça traduit aussi la prise de conscience de l'urgence. Et ce que ça fait ressortir, c'est que c'est une priorité pour les Français qui sont prêts à faire des efforts. Donc c'est pas uniquement le budget. On a vu que c'était aussi des efforts des locataires, des propriétaires bailleurs. Donc on a cette prise de conscience qui s'accompagne d'un effort dans un contexte qu'on connaît, hein, qui est dans un contexte de pouvoir d'achat qui est très dur, avec d'autres préoccupations évidemment actuellement. Mais c'est en cela que c'est une bonne nouvelle, parce que les Français sont prêts, ils ont pris conscience que c'est la priorité, et que c'est la pérennité aussi dont je parlais. Je crois qu'il y a une prise de conscience que les actions de sobriété, c'est une chose, c'est pas pérenne, et les Français ont bien conscience qu'il y a une dimension d'investissement, et donc ils sont prêts à mobiliser, à investir pour l'avenir, pour diminuer leur consommation d'énergie dans les années qui suivent. Une dernière question. Quand pourrait-il y avoir des réponses à vos propositions concrètes? Et ça en rejoint une autre. Vos propositions sont-elles communiquées au pouvoir public? Alors oui, elles sont communiquées au pouvoir public. On en parle régulièrement avec les pouvoirs publics, l'administration et les ministères. J'ai pas la réponse sur quand. On met toute notre énergie à les proposer, à les expliquer. En tout cas, c'est le moment de les mettre en avant. C'est le moment de tous relayer, je pense, ces propositions. Il y a un certain nombre de temps législatifs qui viennent les prochains jours, dont la loi de finances. C'est maintenant que ça doit être discuté. En tout cas, je suis convaincu qu'il y a urgence et que c'est plus le temps de tergiverser. Alors, a priori, pas d'autres questions. Peut-être une question dans la salle? Il semble que le gouvernement veuille réformer MaPrimeRénov' en l'orientant davantage vers la rénovation globale. Est-ce que c'est pour vous la panacée, la rénovation globale, ou est-ce que ça se traite au cas par cas? Est-ce qu'il y a des freins particuliers à ces opérations? La rénovation globale, la rénovation performante, je ne sais pas si c'est la panacée, mais en tout cas c'est l'objectif ultime. Pour autant, ce qu'on constate depuis que la rénovation performante est mise en avant, c'est que ça a du mal à démarrer.
Il y a très peu de rénovations performantes. Il y a d'ailleurs, dans certains cas, des rénovations performantes qui sont contestables. Donc là encore, il y a des effets néfastes d'opportunité. Donc ma conviction, c'est que évidemment, il faut viser la rénovation performante, mais il faut s'en donner les moyens. Et pour le moment, je donnais le montant de reste à charge pour une rénovation performante. Les restes à charge sont bien trop élevés. Donc il faut s'en donner les moyens, il faut augmenter les aides et l'accompagnement à la rénovation performante. Et je suis convaincu qu'il ne faut pas non plus, c'est pour ça qu'une des propositions vise à continuer à aider l'isolation, parce que dans certains cas, une isolation peut suffire. Et donc il ne faut pas que la rénovation performante nous empêche, nous interdise de faire des opérations qui peuvent être faites dans le bon sens, en particulier l'isolation. Donc oui, c'est un objectif qui est très bon, mais ça ne doit pas être au détriment d'opérations et de gestes uniques, comme on dit. Il y a aussi une autre évolution qui est en discussion et qui est intéressante pour MaPrimeRénov', ou qu'on pourrait aussi proposer, c'est d'étendre MaPrimeRénov' aux bâtiments tertiaires ou au secteur tertiaire, parce que c'est un des gisements, comme on dit, d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique qui n'est sans doute pas suffisamment adressé et pas suffisamment éligible aux primes, aux aides publiques. Alors, on a encore une question online. Que pensez-vous du débat sur la fiabilité ou non du nouveau DPE ? Ouais, je trouve que la réforme du DPE est une amélioration. Pour autant, le DPE, c'est une toute première étape. Ça ne remplace pas évidemment un audit. Et l'étape indispensable, c'est un audit énergétique. C'est le seul moyen d'avoir une vision précise de son logement, et surtout d'avoir des solutions et des propositions d'opérations qui sont adaptées avec des effets sur la consommation d'énergie qui sont réellement mesurés. Alors, on est bon. Plus de questions en ligne. Dans la salle. Dans quelle mesure il ne serait pas intéressant, enfin plus logique d'avoir une seule opération qui permette d'obtenir le DPE et l'audit en une seule fois, quoi. Je veux dire. Encore une fois, le DPE, c'est vraiment la photo presque schématique, hein, donc il n'y a pas cette dimension de... Alors ça pourrait être regroupé, oui, sans doute, mais moi j'insiste sur la nécessité d'aller plus loin, de réaliser un audit avec ces projections sur les opérations qui sont à réaliser, et qui sont évidemment beaucoup plus précises et beaucoup plus adaptées, spécifiques à chaque situation et à chaque logement. On a encore des précisions sur les outils que vous estimez les plus fiables pour réaliser un audit. Alors je ne sais pas si la personne peut préciser ce qu'elle entend par outil. Alors là, c'est online, donc je pense qu'elle nous écoute.
Bon, Et qu'elle peut préciser. alors un audit, c'est d'abord un service qui est normé, qui est réglementé, puisqu'il faut une certification ou une accréditation. Ça se fait avec des équipements de mesure, évidemment, qui doivent être homologués. Et puis ensuite, il y a un rapport d'audit qui est fait avec là aussi des outils ou des logiciels de mesure d'efficacité énergétique. Je ne sais pas si ça répond à la question. Nous n'avons pas de réaction, donc on pourra en reparler ultérieurement. Les outils permettant cet audit sont-ils fiables ? Comme je le disais, c'est un service qui est réglementé. Donc des équipements de mesure et des logiciels qui sont effectivement encadrés et, je pense, fiables. Voilà. Nous arrivons à la fin des questions online et dans la salle. Y en a-t-il encore ? Eh bien, il nous reste à vous remercier pour ce débat passionnant et je vous dis à l'année prochaine.